Je me souviens d'un matin, dans un petit café près de la gare de Lyon-Part-Dieu, bien avant que Paris ne devienne ma prison dorée et mon champ de bataille. Marc, mon époux d'alors, buvait son café, son regard déjà tourné vers des horizons lointains, des chiffres, des ascensions, des titres. Je le revois encore, si certain de sa propre lumière, de sa compréhension du monde. Il avait dit un jour, avec un sourire condescendant qui m'avait fait mal, que ma discrétion était, finalement, ma plus grande qualité. Il pensait que ma capacité à me fondre dans le décor était une force, une sorte de vertu pratique, me disait-il. Je n'ai rien répondu ce jour-là. Mes yeux, pourtant, observaient. J'y voyais une ambition si vive qu'elle aveuglait, une âme qui mesurait la valeur de toute chose à l'aune des apparences. Mon silence, alors, n'était pas de la faiblesse, non. C'était une observation. J'attendais, sans le savoir, que le voile se déchire. Il a fallu que tout s'écroule, bien plus tard, pour que cette compréhension s'impose. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Mon nom est Élise Dubois. J'ai 28 ans. Ce jour-là, je portais mon enfant depuis 7 mois. Chaque mouvement de mon ventre, chaque petit coup, était un rappel douloureux de ce que j'avais perdu, de ce qui m'avait été arraché. Mon mari, Marc Delacroix, l'avait renié. Avec des mots aussi froids que la pierre, il m'avait dit que ce bébé n'était pas le sien, qu'il ne reconnaîtrait jamais l'erreur d'un autre. Ces phrases résonnaient en moi, inlassablement, comme une mélodie macabre, me laissant seule, noyée dans la honte et le chagrin. Le monde entier semblait s'être refermé sur moi, et je ne savais plus où chercher un souffle d'air. Par un de ces hasards étranges que la vie orchestre parfois, je me suis retrouvée dans le public de L'heure des affaires en direct, une émission de télévision prestigieuse à Paris. L'invitation, je l'avais presque jetée, mais quelque chose m'avait poussé à y aller. Peut-être la curiosité, peut-être l'espoir insensé de me sentir, ne serait-ce qu'un instant, ailleurs. Je me suis assise au 3e rang, petite, invisible, mon ventre rond dissimulé sous un châle ample, espérant que personne ne me remarquerait. Les lumières du studio étaient aveuglantes, le parquet poli reflétait des éclats qui s'étiraient à l'infini. C'était censé être une interview banale, une discussion sur les investissements, la philanthropie, l'avenir de l'innovation. Moi, je n'écoutais pas vraiment, perdu dans mes pensées, tentant d'ignorer la solitude qui me serrait la gorge. Puis, il est apparu. Monsieur Antoine Rochefort. Son nom était sur toutes les lèvres, une légende dans le monde des affaires, connu pour ses transactions à plusieurs centaines de millions d'euros, ses projets caritatifs, mais surtout pour sa discrétion farouche. Il avait bâti un empire à partir de rien, disait-on. Il était là, calme, imposant, avec une aura de puissance qui remplissait l'espace. Les questions fusaient, les réponses étaient mesurées, précises. Je le regardais, lui, l'homme le plus secret de France, et je me sentais encore plus insignifiante, comme une ombre dans cette pièce si lumineuse. Et puis, sans que je comprenne pourquoi, son regard, un regard gris perçant, a balayé la foule. Un instant. Une fraction de seconde. Il s'est arrêté sur moi. Mes mains ont tremblé. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Un fil invisible, mais palpable, semblait s'étirer entre nous, au-dessus des têtes des spectateurs, défiant toute logique. J'ai baissé les yeux, gêné, cherchant à me fondre un peu plus dans mon siège. Mais je sentais toujours son attention, brûlante, insistante. Le présentateur, Monsieur Laurent Beaumont, continuait à parler des résultats trimestriels, des fusions. Il n'avait rien remarqué, aveugle à la tension qui montait. Le silence d'Antoine s'est étiré, pesant, inhabituel. Monsieur Beaumont a vacillé, a jeté un coup d'œil nerveux à son invité. C'est à ce moment-là qu'Antoine s'est penché vers le microphone. Sa voix était posée, délibérée, emplie de l'autorité des grands patrons.
Il y a quelque chose que je dois dire, a-t-il annoncé. Le studio s'est tu instantanément. Chez eux, des millions de téléspectateurs se sont rapprochés de leurs écrans, sentant la gravité de l'instant. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai serré mon ventre instinctivement, comme pour protéger mon enfant de la tempête qui s'annonçait. Et le regard d'Antoine ne m'a pas quitté. Cet enfant, a-t-il prononcé lentement, chaque mot tranchant comme du verre, est mon fils. Le studio a éclaté. Des exclamations, des murmures, des cris, le chaos a rempli l'air. Monsieur Beaumont a balbutié, tentant de reprendre le contrôle, mais Antoine est resté calme, sa main posée légèrement sur la table, son expression inébranlable. À cet instant précis, tout a basculé. Ma honte, le reniement de Marc, les chuchotis des voisins, tout a été englouti par une vérité nouvelle, que personne n'aurait pu prédire. L'homme le plus puissant de la pièce venait de revendiquer mon enfant devant le monde entier. Mes genoux ont failli fléchir. Je voulais croire que j'avais mal entendu, que ce n'était qu'un rêve. Mais les yeux d'Antoine m'ont dit le contraire. Ils m'ont dit que le cauchemar que j'avais enduré pourrait enfin prendre fin. Les caméras ont zoomé sur mon visage, mes mains tremblantes. Le monde attendait ma réaction. Quelque part en ville, Marc Delacroix, probablement vautré sur son canapé avec sa maîtresse, devait regarder la télévision. Il entendrait ces mots. Il saurait que le bébé qu'il avait renié était désormais revendiqué par un homme dont l'ombre s'étendait sur la France entière. Mes lèvres ont tremblé. Mon corps tout entier était secoué. Chaque instinct me criait de fuir, de me cacher, de me protéger d'un nouveau coup du sort. Mais une autre voix, petite mais grandissante en moi, murmurait que peut-être, juste peut-être, l'avenir de mon enfant venait d'être réécrit. Pour comprendre ce moment insensé, cette vérité qui m'a foudroyé en plein cœur, il faut revenir en arrière, bien avant que nos chemins ne se croisent sous les feux des projecteurs, avant même que je ne perde tout. Je me souviens, il y a des années de cela, bien avant ces lumières de studio, ma vie se déroulait à Lyon. Une vie qui avait commencé sous le signe de la précarité. Je suis arrivée au monde sans famille pour m'accueillir, confiée très jeune à l'aide sociale à l'enfance. Mon enfance fut une succession de foyers d'accueil, des visages nouveaux, des chambres partagées avec des lits superposés qui grinçaient. On m'avait appris très tôt à ne pas m'attacher, à faire mes bagages en 10 minutes, à me faire petite pour ne pas être un fardeau. J'ai connu la solitude des orphelins, cette absence de racines, ce vide que les souvenirs d'une famille ne viennent jamais combler. Je rêvais d'un foyer, d'un vrai chez moi, d'un endroit où rien ne pourrait m'être retiré. Cette obsession de la permanence, du fait d'avoir un lieu, une identité solide, a façonné la jeune fille que j'étais. Malgré cette instabilité, il y avait en moi une flamme, une résilience silencieuse. Je restais après les cours, demandais des exercices supplémentaires. Les professeurs le remarquaient, cette soif d'apprendre, de s'élever. À 19 ans, j'ai entamé des études, un BTS en alternance. Je travaillais le soir comme serveuse dans un petit bistrot lyonnais pour payer mes frais de scolarité et mon loyer. La vie n'était pas glamour, loin de là, mais je portais en moi une dignité tranquille. Plus tard, je suis montée à Paris, où j'avais trouvé un poste d'assistante dans une petite galerie d'art du Marais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mon indépendance, ma petite victoire. Je n'ai jamais cherché la célébrité ou le pouvoir. Je ne voulais qu'une chose, la plus simple et la plus complexe à la fois, l'amour. Un amour qui me donnerait un ancrage, une famille. C'est à 23 ans que j'ai rencontré Marc Delacroix. Il était agent immobilier, il avait cette assurance un peu trop lisse, ce sourire poli, presque étudié, de ceux qui savent vendre n'importe quoi, même le rêve. Moi qui n'avais jamais été vraiment adorée, son attention m'a enivrée. Il m'offrait des fleurs, tenait ma main en public, me murmurait des promesses d'éternité. Il disait qu'il voulait, lui aussi, la stabilité, qu'il rêvait de construire une famille, un foyer,
une vie avec moi. Pour une femme qui avait grandi ballottée entre des étrangers, ces mots étaient comme un rayon de soleil après des années de grisaille. Je le croyais. Je voulais le croire. Notre romance fut rapide, un tourbillon. En moins d'1 an, nous étions mariés, une cérémonie modeste à la mairie du 16e arrondissement. Je portais une simple robe blanche, que j'avais trouvée en solde. Marc m'avait promis qu'un jour, quand nous serions plus riches, il m'offrirait le grand mariage que je méritais. Mais je m'en moquais, je n'y prêtais pas attention. J'étais déjà plus heureuse que jamais, je le pensais vraiment. Pendant un temps, notre vie semblait normale. Nous louions un petit appartement haussmannien, dînions sur le canapé, rions devant de vieilles sitcoms. Je soutenais ses longues soirées de travail, encourageais son ambition, croyais en lui-même quand il doutait. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il m'a semblé que c'était la pièce finale de notre rêve. J'imaginais la joie de Marc, la chambre de bébé que nous peindrions ensemble, les dîners en famille que je n'avais jamais connus enfant. Mais les rêves, je l'ai appris, rarement, très rarement, correspondent à la réalité. Mon cœur avait débordé de joie quand j'ai découvert ma grossesse. C'était un sentiment si pur, si lumineux, comme si toutes les pièces manquantes de mon puzzle prenaient enfin leur place. J'imaginais déjà Marc, mon mari, fou de bonheur, notre petit nid douillet à Paris s'emplissant de rires d'enfants. Je rêvais des préparatifs, des petites robes, de cette nouvelle vie à 3, une vie stable, enracinée, celle que j'avais toujours espérée. Au début, il a fait semblant. Il a même posté une échographie floue sur les réseaux, embrassant mon ventre avec un sourire qu'aujourd'hui, je vois comme un masque. Mais très vite, les fissures sont apparues. Ses baisers sont devenus plus rares, ses regards plus froids. Il a commencé à se plaindre, des factures qui s'accumulent, de mon modeste salaire qu'il jugeait insuffisant, de notre liberté, disait-il, qui allait s'envoler. Quand les nausées me laissaient faible, il me reprochait d'être dramatique. Chaque achat de vitamines prénatales était une accusation de gaspillage. Les mots ont grimpé en intensité, la chaleur a déserté nos échanges. Et puis, la trahison, celle qui m'a brisé. Un soir, Marc est rentré avec un parfum qui n'était pas le mien. L'odeur flottait dans l'air, lourde, étrangère. Mes questions, mes larmes, tout s'est heurté à un mur de glace. Il ne l'a même pas nié. Il a regardé mon ventre, déjà bien rond, avec un mépris qui m'a transpercé. Cet enfant n'est pas le mien, a-t-il lancé, sa voix coupante. Ne me blâme pas pour l'erreur d'un autre homme. Ces mots. Je les sens encore me brûler l'âme. Je me suis effondrée en sanglots, le suppliant de me croire, de se souvenir de nos vœux, de notre amour. Mais il avait déjà décidé que j'étais jetable. Quelques semaines plus tard, il était parti. Il a quitté notre appartement haussmannien, m'abandonnant seule, enceinte, et noyée sous la honte. Et puis, il a commencé à exhiber sa nouvelle conquête, Camille Leroy, une jeune femme de son bureau qui adorait, j'imagine, le champagne et les robes de créateur, tout ce que je n'étais pas. Elle affichait son bonheur insolent sur les réseaux sociaux, leurs vacances exotiques, leurs verres tintants, comme une moquerie silencieuse de mon désarroi. Je suis restée là, seule, mon ventre grossissant à mesure que mon cœur se serrait. Les voisins chuchotaient, leurs regards pesaient sur moi comme des jugements silencieux. Mes amis s'étaient volatilisés. Je me sentais exposée, vulnérable, chaque recoin de l'appartement résonnant du vide qu'il avait laissé. J'aurais pu me cacher pour toujours, accepter mon exil. Mais il y avait ce petit être en moi. Ce bébé. Il me donnait une force insoupçonnée, une détermination farouche de survivre, de lui offrir un avenir, loin de cette honte, loin de ces mensonges. Je n'avais pas besoin de Marc. Ce dont j'avais besoin, ce que je désirais au plus profond de moi, c'était la reconnaissance que mon enfant était réel, digne d'être aimé, et non cette erreur honteuse que mon ex-mari peignait si volontiers. Parfois,
je me suis demandé si notre silence face au mensonge n'était pas un fardeau plus lourd que la vérité amère elle-même. Avez-vous déjà ressenti cela? Mes pensées se bousculaient, un tourbillon d'émotions contradictoires. Dans le studio, le chaos régnait, mais pour moi, tout semblait se dérouler au ralenti. Les flashs des appareils photo crépitaient, chaque éclair me poignardait les yeux, capturant mon visage défait, mes mains serrées sur mon ventre. Je me sentais mise à nu, exposée aux yeux de millions de personnes qui, la veille encore, ignoraient mon existence. C'était comme si on m'avait arraché mon manteau d'invisibilité, me laissant là, vulnérable, sous la lumière crue. Je me suis surprise à imaginer Marc, confortablement installé dans son appartement duplex avec vue sur les toits de Paris. Il devait être là, devant son écran, le verre de Bordeaux à la main, sa maîtresse à ses côtés. J'imaginais son sourire suffisant se figer, son assurance se fissurer à l'instant même où Antoine Rochefort prononçait ces mots. L'homme qui m'avait renié, qui avait nié l'existence de notre enfant, se voyait maintenant confronté à une réalité qu'il ne pourrait pas contrôler. Une part de moi, la plus blessée, la plus amère, a ressenti une satisfaction fugace. Mais elle fut vite submergée par une vague de peur panique. Que signifiait tout cela? Qui était cet homme? Et pourquoi faisait-il cela? Une voix perçante, venant de la foule, a brisé mes pensées. C'est une chercheuse d'or, a hurlé un homme, son téléphone levé, filmant la scène. Ces mots m'ont transpercé. Un couteau planté droit dans mon cœur. D'autres murmures ont suivi, des regards de jugement, des hochements de tête. Bien sûr, elle veut son argent. Elle l'a piégé. Pourquoi un milliardaire revendiquerait-il son bébé autrement? La pièce, qui à un instant était choquée dans le silence, s'est fracturée sous le poids des accusations. La honte, la même honte que Marc m'avait infligée, me submergeait de nouveau, mais cette fois, multipliée par des centaines de voix, diffusées à des millions d'écrans. Je voulais crier que je n'avais jamais demandé cela, que je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait. Mais ma voix s'est éteinte, paralysée par la peur. Mon corps entier s'est raidi. C'est là, dans ce moment de désarroi, qu'Antoine Rochefort s'est levé de son siège. Son regard, toujours fixé sur moi, était d'une intensité rare. Il a fait un geste de la main, un geste simple mais impérieux. « Élise, venez », a-t-il dit, sa voix résonnant clairement dans le silence soudain. Le monde entier s'est tourné vers moi. Mes jambes tremblaient, comme si elles refusaient de bouger. Chaque pas vers la scène était un pas vers l'inconnu, vers un abîme de questions et de peur. J'ai senti le poids de tous ces regards, certains curieux, certains compatissants, d'autres cruellement accusateurs. Me lever de ma chaise, c'était comme marcher dans un feu. Mais je savais que je ne pouvais plus rester assise. Ce moment était le mien, que je le veuille ou non. L'enfant en moi a bougé, un léger coup de pied contre mes côtes, un rappel que je n'étais pas seule, que je portais un avenir. Ce mouvement m'a ancré, m'a donné la force de me lever. Je me suis dirigée vers la scène, mon ventre en avant, mon cœur battant si fort que je craignais que les microphones ne le captent. Je me sentais nue sous les lumières, mais étrangement forte. Chaque pas en avant était un refus de laisser le reniement de Marc me définir plus longtemps. En atteignant la scène, debout à côté d'Antoine Rochefort, sous le regard de la nation entière, j'ai réalisé que ma vie venait de franchir une ligne au-delà de laquelle je ne pourrais jamais revenir. C'était le début d'une nouvelle histoire, une histoire dont je ne connaissais pas encore les mots. Le soir où j'ai quitté le studio, le monde extérieur était une tempête. Des gardes de sécurité m'ont escorté jusqu'à une porte dérobée, mais cela n'a pas suffi à me protéger de la horde de journalistes. Les flashs des appareils photo explosaient sans cesse, peignant la nuit de taches aveuglantes, capturant mes larmes, mon ventre rond, mais pas incertain. Chaque image était un titre de journal en devenir. Quand je me suis glissée à l'arrière d'une voiture, je n'étais déjà plus Élise Dubois, une femme ordinaire.
J'étais une histoire, décortiquée par des millions d'inconnus qui, la veille encore, ne connaissaient pas mon nom. Le trajet jusqu'à mon modeste immeuble haussmannien, dans mon quartier de Paris, m'a semblé interminable. Assise contre la vitre, silencieuse, je serrais mon ventre. Mon bébé a donné un coup de pied, un doux rappel de la vie en moi, mais cela n'a fait qu'alourdir la douleur dans ma poitrine. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans mon sac à main, des dizaines d'appels manqués, des centaines de messages. D'anciens collègues, des amis lointains, même des jeunes que j'avais croisés dans les foyers d'accueil d'autrefois. Tous voulaient savoir si c'était vrai. Certains messages étaient empreints de compassion, d'autres, cruels, m'avaient déjà jugé. Internet avait choisi son camp, me qualifiant tour à tour de victime ou de manipulatrice. Quand la voiture s'est arrêtée, le chauffeur a hésité. « Mademoiselle, peut-être devriez-vous passer la nuit ailleurs », a-t-il suggéré d'une voix douce. « C'est ma maison », ai-je répondu, la voix brisée. En sortant, la foule a déferlé sur moi, des questions fusant de toutes parts. Le milliardaire est-il vraiment le père? Vous en voulez à son argent? Que dit Marc Delacroix à ce sujet? J'ai trébuché vers l'entrée, aveuglé par les lumières, assourdi par les cris. Mes clés ont glissé de mes mains tremblantes, tombant sur le trottoir. Un instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer là, au milieu du chaos. Une voisine, avec une gentillesse inattendue, a réussi à me frayer un chemin et à me faire entrer. La porte s'est refermée, coupant le tumulte extérieur, mais pas la tempête qui faisait rage en moi. Une fois à l'étage, je me suis écroulé sur mon canapé, sanglotant dans mes mains. L'appartement me semblait plus petit que jamais, suffocant dans son silence. Chaque recoin me rappelait Marc, les nuits passées à l'attendre, les disputes qui me laissaient en larmes, le moment où il avait renié notre enfant. Je voulais tout effacer, mais les murs semblaient se moquer de moi avec leurs souvenirs. Je me suis recroquevillé sur moi-même, me balançant doucement, comme pour nous réconforter, mon bébé et moi. Je suis désolée, ai-je murmuré à travers mes larmes, je suis tellement, tellement désolée. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages accusateurs du public, j'entendais le mot « chercheuse d'or » résonner à mes oreilles. À l'aube, je me suis traînée jusqu'à la salle de bain. Mon reflet m'a effrayée. Une peau pâle, des yeux rouges et gonflés, des cheveux emmêlés par le stress. Je me reconnaissais à peine. Au milieu de la matinée, les titres étaient partout. Le milliardaire revendique le bébé d'une inconnue enceinte. Qui est Élise Dubois? Des foyers d'accueil au feu de la rampe de la fortune. L'ex-mari nie la paternité. Et maintenant? Ma photo était placardée sur les sites d'information, les blogs à potins, les émissions du matin. Des inconnus débattaient de ma vie comme si c'était un divertissement. Certains me défendaient, me qualifiant de courageuse. D'autres me déchiraient, me traitant de manipulatrice, m'accusant d'avoir piégé un milliardaire. J'ai refermé mon ordinateur, la nausée me submergeant. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus respirer sans sentir le poids du jugement. L'après-midi, le point de rupture est arrivé. J'avais osé m'aventurer dans le couloir pour relever mon courrier quand je les ai entendus. Deux voisines, chuchotant juste assez fort. « Tu l'as vu à la télé? Quel scandale! Elle en veut sûrement à son argent. Pauvre bébé. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai couru me réfugier dans mon appartement, claquant la porte, m'appuyant contre elle tandis que des sanglots secouaient mon corps. Je me suis laissé glisser sur le sol, serrant mon ventre. Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré. Je n'y arriverai pas. Pendant des heures, je suis resté dans l'obscurité, les stores tirés, ignorant le téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer. Mon corps me faisait mal. Mon esprit tourbillonnait. J'ai pensé à fuir, à disparaître dans une autre ville, une autre vie, quelque part où personne ne connaîtrait mon nom.
Mais même ce rêve s'est effondré quand j'ai réalisé que les paparazzi me suivraient partout. J'étais prise au piège. La nuit tombant, l'épuisement m'a finalement tiré vers un sommeil agité. Les rêves se sont mêlés aux souvenirs. Le ricanement de Marc, les chuchotis du public, la main ferme d'Antoine sur mon épaule. Je me suis réveillée aux petites heures du matin, la sueur froide sur le front, le cœur battant à tout rompre. Un instant, j'ai cru être encore sur scène, sous les flashs. Mais non. J'étais seule. Et la solitude, plus que tout, m'a brisée. Je me suis recroquevillée dans un coin de mon canapé, murmurant à mon bébé en moi. Je ne sais pas comment te protéger. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Mes larmes ont mouillé le tissu, s'imprégnant dans les coussins. Des heures ont passé. J'ai à peine remarqué le lever du soleil, qui peignait mes murs d'or. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. Chaque coup à la porte me faisait sursauter. Chaque son de mon téléphone me nouait l'estomac. Au 3e jour, je n'avais pas mangé plus de quelques crackers. Mon corps était faible, mon esprit plus faible encore. J'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai murmuré la vérité que j'avais peur d'admettre. Peut-être Marc avait-il raison. Peut-être n'étais-je pas assez forte pour cela. Cette pensée m'a terrifiée plus que tout. Mais le désespoir a une façon de convaincre même les cœurs les plus solides. Et juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas tomber plus bas, où je croyais que le monde m'avait complètement abandonné, un coup est venu à la porte. Ferme, régulier, pas le martèlement frénétique des reporters, mais quelque chose de différent. J'ai figé, retenant mon souffle. Puis une voix, grave et familière, a appelé à travers la porte. « Élise, c'est moi. Ouvrez. » Mon cœur s'est arrêté. Je connaissais cette voix. C'était Antoine Rochefort. Et les mots qu'il était sur le point de prononcer allaient soit me tirer des ténèbres, soit m'entraîner plus profondément dans une tempête à laquelle je ne pourrais échapper. Le coup à ma porte résonnait encore. Pour un long moment, je n'ai pas bougé. Je suis resté figé sur le canapé, mon corps faible de jours de larmes, mon esprit obscurci par la peur. Je me suis dit que j'avais imaginé, que mon épuisement avait créé ce son. Mais il est revenu, ferme, régulier, délibéré. « Élise, c'est moi. Ouvrez. » Mon pouls est accéléré. Je connaissais cette voix. La même qui avait fait taire un studio entier. La même qui avait déclaré que mon enfant était le sien. Antoine Rochefort. Mon premier instinct fut de rester caché. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. Les cheveux en désordre, les yeux rougis, l'esprit brisé. Mais quelque chose de plus profond m'a poussé en avant. La curiosité, le désespoir, une étincelle d'espoir que je ne pouvais pas tout à fait éteindre. Lentement, je me suis levé, j'ai traîné mes pieds vers la porte, et j'ai pressé ma paume contre le bois, comme pour me maintenir. « Pourquoi êtes-vous ici ?» ai-je murmuré, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. « Élise, » a-t-il dit de nouveau, plus doucement cette fois. « S'il vous plaît. » Mes doigts ont tâtonné la serrure. La porte a gémi en s'ouvrant. Il était là. Grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite, mais avec une douceur dans les yeux que je n'avais jamais vue sur les photographies glaciales des magazines d'affaires. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis Antoine est entré. Son regard a balayé le petit appartement, observant le désordre, les stores tirés, les repas intacts sur la table. Il n'a rien dit, mais j'ai senti le poids de son silence. De la préoccupation, peut-être du jugement, peut-être les deux. Je ne comprends pas, ai-je lâché, ma voix tremblante. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi avez-vous dit ça à la télévision? Vous ne me connaissez même pas. La mâchoire d'Antoine s'est serrée. Il a passé une main dans ses cheveux sombres, une rare faille dans son maintien contrôlé. Parce que, a-t-il dit finalement, je vous connais.
Ces mots m'ont frappé. Je l'ai regardé, confuse. De quoi parlez-vous? Il s'est enfoncé dans le fauteuil en face de moi, sa posture droite, mais ses yeux lointains, comme s'il pesait chaque mot. Quand il a repris la parole, sa voix était basse, régulière. Il y a des années, avant que le monde ne connaisse mon nom, j'étais juste un homme luttant pour sortir de la pauvreté. Ma famille n'avait rien, pas de connexion, pas de filet de sécurité. Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Ma mère se tuait à la tâche. Mais certaines nuits, nous allions nous coucher affamés. J'ai porté cette honte en moi. Chaque affaire que je faisais, chaque risque que je prenais, tout cela était pour enterrer ce jeune garçon qui n'avait jamais assez. Je l'ai écouté, stupéfaite. Je n'aurais jamais imaginé que la vie d'un milliardaire puisse commencer dans la misère. Il a continué. Quand j'avais 17 ans, ma mère est tombée malade. Je ne pouvais pas me permettre de payer des médecins, alors j'ai pris tous les petits boulots que je trouvais. Bâtiment, livraison, n'importe quoi. Je pensais être seule au monde. Mais un soir, dans un foyer d'urgence où ma mère se reposait, j'ai vu quelqu'un, une jeune fille. Elle était plus jeune que moi, peut-être 15 ans. Elle avait le même regard que moi. Un mélange de solitude, de peur, mais aussi de force. Elle était assise sur un lit de camp, serrant un sac à dos usé comme si c'était sa bouée de sauvetage. Mon souffle s'est coupé. Des souvenirs se sont agités en moi, flous, à moitié oubliés, mais réels. Je me suis souvenu de cette nuit. Un jeune homme aux yeux fatigués m'avait donné la moitié de son sandwich, m'avait dit de ne pas abandonner, que la vie pouvait encore changer. Je n'avais jamais oublié cette gentillesse, même si je m'étais convaincu que ce n'était qu'un rêve. Cette jeune fille, a dit Antoine doucement, rencontrant mon regard, c'était vous, Élise. Ma main s'est envolée vers ma bouche. Les larmes ont monté dans mes yeux. Non, ce n'est pas. Mais ça pouvait l'être. Le souvenir était réel. La gentillesse était réelle. Je vous ai reconnu dès l'instant où je vous ai vu dans le studio, a-t-il admis. Je ne pouvais pas y croire. La jeune fille qui m'avait un jour rappelé de ne pas abandonner était là, abandonnée, accusée, humiliée. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je vous devais plus que cela. Mes genoux ont faibli. Je me suis effondré sur le canapé, submergé. Pendant tout ce temps, j'avais cru que la déclaration d'Antoine était un mystère, peut-être même une ruse cruelle. Mais maintenant, la vérité se dévoilait. Il n'était pas un étranger. Il était un fantôme de mon passé, portant la gratitude et la culpabilité à parts égales. Mais l'enfant, ai-je murmuré. Pourquoi le revendiquer? Il n'est pas le vôtre biologiquement. L'expression d'Antoine s'est adoucie. Non, biologiquement, il ne l'est pas. Mais le sang ne fait pas toujours la famille, Élise. Je sais ce que cela signifie d'être renié, de grandir sans protection. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder votre enfant souffrir ce sort. Pas quand j'ai le pouvoir de changer cela. Mes larmes coulaient librement maintenant. Silencieuse. Je voulais le croire, mais le doute persistait. Les gens pensent que je me sers de vous. Ils pensent que je mens. Sa voix s'est durcie. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. J'ai bâti des empires sur les doutes des autres. Je ne réponds pas au commérage. Je réponds à la vérité. Et la vérité est que vous n'êtes plus seul. Désormais. Ces mots m'ont touché profondément, traversant les couches de douleur que Marc avait laissées. Pendant si longtemps, j'avais tout porté seul. Mes cicatrices d'enfance, mon mariage brisé, ma grossesse. Maintenant, quelqu'un se tenait à mes côtés, quelqu'un d'assez puissant pour faire taire les voix qui me tourmentaient. Mais avec l'espoir est venue la peur. Et Marc, ai-je demandé, la voix tremblante. Il ne laissera jamais cela passer. Les yeux d'Antoine se sont assombris. Alors,
Il apprendra ce qui arrive quand un homme essaie de détruire ce qui ne lui appartient pas. Le silence s'est installé entre nous, lourd mais protecteur. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la plus petite graine de sécurité prendre racine. Pourtant, une question me taraudait. Pourquoi maintenant? Pourquoi risquer tout pour moi? Antoine s'est penché en avant, son regard inébranlable. Parce que vous m'avez un jour donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Parce que je refuse que votre enfant grandisse en croyant qu'il n'est pas désiré. Et parce qu'Élise, je ne crois pas aux coïncidences. Nos chemins se sont recroisés pour une raison. Mon cœur s'est emballé. Je voulais croire au destin, aux secondes chances, au miracle. Mais les cicatrices de la trahison me murmuraient la prudence. Et pourtant, en rencontrant le regard ferme d'Antoine, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement une femme noyée dans un scandale. J'étais partie d'une histoire plus grande que moi, une histoire liée au passé d'un milliardaire, une histoire qui pourrait réécrire mon avenir. Mais je savais aussi que les secrets, une fois révélés, entraînent des conséquences. Et le passé d'Antoine était sur le point d'entrer en collision avec la rage de Marc d'une manière à laquelle aucun de nous ne pourrait échapper. Pendant des jours après cette révélation d'Antoine, j'ai lutté contre l'incrédulité. Je rejouais ces mots encore et encore, essayant d'en saisir le sens profond. Il se souvenait de moi. Il m'avait vu au plus bas, toutes ces années auparavant, et maintenant, quand je me croyais brisée au-delà de toute réparation, il se tenait à mes côtés. Mais la gratitude seule ne pouvait effacer ma peur. Chaque matin, en ouvrant mes stores, des journalistes rôdaient encore dehors. Des inconnus débattaient de ma valeur en ligne, comme si j'étais un titre de presse, pas un être humain. Et quelque part en ville, Marc tramait sa vengeance, je le sentais. Je voulais ramper et me cacher de nouveau, mais Antoine ne me laissait pas faire. Un soir, il est revenu, cette fois avec une détermination visible dans chacun de ses pas. Il n'était pas venu les mains vides. Une élégante voiture noire l'attendait dehors, et quand j'ai hésité à la porte, il a dit fermement, « Venez avec moi. » Il est temps. Tant pourquoi, ai-je murmuré, méfiante. Tant que le monde voit qui vous êtes vraiment, a-t-il répondu. Le trajet nous a conduits à travers les rues scintillantes de Paris, jusqu'à un bâtiment privé aux murs de verre, brillant comme un bijou. À l'intérieur, je me suis retrouvée dans un studio haut de gamme. Des stylistes, des créateurs, des maquilleurs m'attendaient, comme des soldats prêts au combat. J'ai figé à l'entrée, mon instinct me criant de reculer. Je ne peux pas. Ce n'est pas moi. Antoine s'est tourné vers moi, sa voix douce mais inébranlable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, Élise. Il s'agit de montrer au monde la force que vous avez cachée. Ils veulent voir une victime. Je veux qu'ils voient une femme qui refuse d'être brisée. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé ses yeux, pleins de certitude, et quelque chose en moi a cédé. J'ai hoché la tête. La transformation a commencé lentement. Mes cheveux, emmêlés par des nuits de larmes, ont été lavés, brossés et coiffés jusqu'à cascader en douces vagues. Mon visage, pâle et fatigué, a été touché par un maquillage subtil qui a mis en valeur mon éclat naturel. La créatrice a présenté des robes, élégantes mais puissantes. Après quelques hésitations, j'ai choisi une robe de soirée bleu marine profond, qui épousait ma silhouette sans cacher ma grossesse. Un symbole, j'ai compris, que je n'aurais pas honte de la vie qui grandissait en moi. Devant le miroir, je me suis à peine reconnue. La femme brisée, cachée dans l'ombre, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de posé, de digne, de rayonnant. Mes mains tremblaient, mais mon reflet me murmurait une vérité que j'avais oubliée. J'étais encore forte. Antoine est entré discrètement, m'observant. Son regard s'est adouci, une fierté a traversé son visage. « Vous voilà » a-t-il dit simplement. Mes lèvres se sont entr'ouvertes.
Pensez-vous vraiment que cela changera quelque chose? Ils me jugeront toujours. Ils me donneront toujours des noms. Ils le feront, a-t-il admis. Mais ils vous verront aussi différemment. Vous avez survécu, Élise. Maintenant, il est temps de commencer à vivre. Le lendemain, Antoine a organisé une apparition. Non pas dans une émission de potins, mais à un dîner de gala de bienfaisance à l'hôtel de ville de Paris, en soutien aux mères célibataires, une de ses initiatives de longue date. C'était la scène parfaite, une qui me permettrait de m'avancer, non pas comme un scandale, mais comme une femme avec dignité. Entrer dans le grand salon fut accablant. Des lustres scintillants surplombaient la pièce, des verres de cristal cliquetaient, et les flashs des appareils photo éclataient. Un instant, j'ai vacillé, mes vieilles peurs me rattrapant, mais la main d'Antoine dans mon dos m'a raffermi. « Vous avez votre place ici », a-t-il murmuré. Et pour la première fois, je l'ai cru. La foule s'est tournée à notre entrée. Des murmures ont parcouru la pièce, mais cette fois, ce n'étaient pas les dagues aiguisées du jugement. C'étaient des exclamations d'étonnement. Je n'étais plus la femme aux yeux rougis fuyant les journalistes. J'étais lumineuse, posée, me portant avec une grâce tranquille. Quand Antoine m'a présenté à des invités influents, il n'a pas hésité. « Voici Élise Dubois », a-t-il dit avec autorité. « La femme la plus forte que je connaisse, la mère de mon fils. » Ces mots ont provoqué une nouvelle onde dans la foule, mais je ne me suis plus recroquevillée. J'ai levé le menton, j'ai croisé les regards, et j'ai esquissé un léger sourire. Pour une fois, je n'avais pas honte de mon histoire. Je me sentais vue. Plus tard, alors que je me tenais seule près du balcon, contemplant les lumières de la ville, une femme s'est approchée. Elle était plus âgée, élégamment vêtue, et ses yeux brillaient d'une chaleur bienveillante. « Ma chère, a-t-elle dit doucement, j'étais un jour à votre place, seule, jugée, effrayée. Mais j'ai survécu, et vous aussi. Ne les laissez pas écrire votre histoire pour vous. » Des larmes ont piqué mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas du désespoir. C'était la reconnaissance que je n'étais pas seule. Que ma lutte me connectait à d'innombrables femmes avant moi. À la fin de la soirée, quelque chose de remarquable s'était produit. Les journalistes n'ont pas écrit sur un scandale. Ils ont écrit sur ma force, ma dignité, ma transformation. Les titres avaient changé. Élise Dubois éblouie au gala. Du scandale à la force, le combat d'une mère. Dans mon appartement, je me suis tenue devant le miroir une fois de plus. Mon reflet était fatigué, mais vivant d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des mois. J'ai touché mon ventre, murmurant, « Nous allons nous en sortir. » Je le promets. Si vous êtes encore là à m'écouter, chers amis, j'apprécierais tant si vous pouviez laisser un simple « une minute » en commentaire. C'est comme une main tendue dans l'ombre, un signe que je ne suis pas seule à me souvenir de ces moments. Votre présence m'est un précieux soutien pour poursuivre ce récit. Pendant des semaines, le monde a vibré au rythme de la transformation d'Élise Dubois. Mon apparition au gala avait changé le récit. Je n'étais plus seulement un scandale, mais j'étais devenue, à mes propres yeux et peut-être à ceux de quelques autres, un symbole de résilience, de dignité, d'une femme renaissant après la trahison. Pour la première fois, j'osais imaginer un avenir où le nom de mon enfant ne serait pas lié à la honte. Mais Marc Delacroix, lui, ne pouvait pas le supporter. Il avait vu les reportages, les photographies de moi rayonnantes aux côtés d'Antoine Rochefort. Chaque titre qui me louait était, je l'imaginais, un coup de poignard dans son orgueil. Ses collègues chuchotaient derrière son dos. Des investisseurs se retiraient. Et sa maîtresse, Camille, l'avait abandonné quand l'attention avait tourné au vinaigre. Son empire de mensonges s'effondrait, et il ne blâmait que nous deux, Antoine et moi. Alors, Marc a planifié sa revanche. L'occasion s'est présentée quand il fut invité à une prestigieuse conférence économique annuelle au Palais des Congrès de Paris,
un événement couvert par des dizaines de médias. C'était le genre de rendez-vous où Antoine était connu pour apparaître, la scène parfaite pour reprendre le contrôle. Du moins, c'est ce que Marc a dû croire. Il est arrivé, impeccable, son sourire répété, ses mensonges aiguisés comme des armes. Les journalistes l'ont assailli dès qu'il a franchi les portes. Monsieur Delacroix, avez-vous un commentaire sur l'ascension soudaine de votre ex-femme? Marc a ricané. Seulement que la vérité n'a pas encore été révélée. Vous verrez tous bien assez tôt. Ce soir-là, sous les lustres scintillants de la salle de conférence, Marc a attendu que les caméras tournent, qu'il ait l'attention du monde. Puis, micro en main, il a frappé. Mon ex-femme, a-t-il annoncé, sa voix dégoulinante de moquerie, s'est pavanée comme si elle était une sainte. Mais la vérité est qu'elle n'est rien d'autre qu'une menteuse. Elle a tenté de me piéger avec un enfant qui n'est pas le mien, et maintenant elle a berné Antoine Rochefort pour qu'il le revendique. Elle ne mérite pas votre sympathie. Elle mérite votre pitié. Des murmures ont parcouru la pièce. Des reporters griffonnaient frénétiquement. Marc a souri, savourant l'instant. Il pensait avoir gagné. Mais il n'avait pas compté sur ma présence. De l'autre côté de la salle, escorté par Antoine lui-même, je suis apparu. Ma robe bleu marine scintillait sous les lumières. Ma posture était droite, mon regard inébranlable. La foule s'est tournée, des chuchotis ont éclaté. J'ai avancé, chaque pas ferme, jusqu'à me tenir à quelques mètres seulement de mon ex-mari. Le sourire suffisant de Marc a vacillé. Élise, a-t-il ricané, essayant de se reprendre. Venu mendier l'attention? Je n'ai pas scié. Ma voix a sonné claire, forte. Non. Je suis venu dire la vérité. La pièce s'est tue. Les caméras ont zoomé. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me suis ressaisie, prenant une profonde inspiration. Vous avez renié notre enfant, ai-je dit, ma voix montant avec l'émotion. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit qu'il n'était pas le vôtre. Non parce que vous le croyez, mais parce que vous ne vouliez pas de responsabilité. Vous m'avez jeté dehors quand j'avais le plus besoin de vous. Et quand le monde m'a tourné le dos, vous avez ri. Marc s'est agité, mal à l'aise, mais j'ai continué. Vous vouliez m'humilier de nouveau ce soir. Mais cette fois, je ne resterai pas silencieuse. Je ne vous laisserai pas me peindre comme une menteuse tandis que vous vous cachez derrière votre arrogance. J'ai porté cet enfant seul. J'ai enduré les chuchotis, la honte, la peur. Mais j'ai survécu. Et maintenant, le monde connaît la vérité. Non parce que je l'ai supplié, mais parce que la vérité ne peut être réduite au silence. L'auditoire a éclaté en murmures de soutien. Certains ont applaudi doucement, d'autres ont hoché la tête avec compassion. Le visage de Marc s'est empourpré. Elle vous manipule tous, a-t-il claqué. Elle a toujours été faible. Toujours à chercher quelqu'un pour la sauver. Avant que je ne puisse répondre, Antoine s'est avancé, sa voix calme mais impérieuse. Vous l'appelez faible? Regardez-la. Elle se tient ici face à l'homme qui l'a trahi et a dit sa vérité. C'est ça, la force. La force que vous ne connaîtrez jamais, Marc. La fureur de Marc a débordé. Ce n'est pas fini, a-t-il craché. Mais je n'avais pas terminé. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe. Vous avez raison, ai-je dit d'une voix égale. Ce n'est pas fini. Parce que j'ai la preuve. Des halètements ont parcouru la pièce. Les yeux de Marc se sont écarquillés. De quoi parlez-vous? J'ai tendu l'enveloppe au modérateur. À l'intérieur se trouvaient des documents, des registres du dossier d'abus de biens sociaux de Marc, des virements illégaux, des preuves que j'avais discrètement rassemblées avec l'aide des ressources d'Antoine. Le modérateur a lu à voix haute, le choc se répandant dans la foule.
Ceci révèle un détournement de fonds, une utilisation abusive des fonds de l'entreprise, des transferts illégaux. Des journalistes ont sauté sur leurs pieds, criant des questions. Le visage de Marc s'est vidé de son sang. Mensonge, a-t-il hurlé. Mais la preuve était irréfutable. Des agents de sécurité ont commencé à se rapprocher, des chuchotis d'arrestation emplissant l'air. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté ferme. Vous vouliez me détruire, Marc. Mais ce soir, vous êtes détruit vous-même. La foule a éclaté. Flash d'appareil photo, applaudissements, cris. Marc s'est débattu tandis que des gardes l'escortent hors de la salle, son empire s'effondrant devant le monde. Je suis resté debout, mes mains reposant doucement sur mon ventre. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une proie. Je me sentais comme une survivante, une combattante. La femme qui se cachait autrefois dans l'ombre avait affronté son passé de front et avait gagné. Antoine a posé une main sur mon épaule, sa voix basse. Vous l'avez fait. Je me suis tourné vers lui, les larmes brillant dans mes yeux, mais mon sourire était ferme. Non, ai-je murmuré. Nous l'avons fait. La salle de conférence a rugi de bruit, mais en moi, il y avait la paix. Le passé ne me définissait plus. Le scandale ne me possédait plus. J'avais repris mon histoire. Et pourtant, alors que les caméras diffusaient mon triomphe à travers le monde, une question persistait dans l'esprit de chacun. Que adviendrait-il ensuite d'Élise Dubois, la femme qui s'était relevée de la trahison pour accéder à la victoire? La nuit de la chute publique de Marc s'est propagée à travers la France comme une traînée de poudre. Les médias ont rediffusé les images de son humiliation en boucle. Mon image, debout, forte et inébranlable, tandis qu'il était emmené en disgrâce, est devenue un symbole instantané d'une justice silencieuse. Les gens qui avaient douté de moi commençaient à prononcer mon nom avec respect. Des inconnus me contactaient en ligne pour me dire que j'étais courageuse. Des mères partageaient mon histoire comme une inspiration. Et des jeunes femmes se murmuraient, si elle peut se relever, moi aussi. Mais pour moi, la victoire n'était pas une question de célébrité. C'était une question de liberté. Pour la première fois depuis des mois, je marchais dans les rues sans baisser les yeux. Des journalistes rôdaient toujours, mais leurs questions avaient changé. Ils ne m'accusaient plus de mensonges. Au lieu de cela, ils me demandaient ce qui m'attendait. Quel est votre prochain pas, Élise? M'a lancé l'un d'eux alors que j'entrais dans mon immeuble. J'ai souri doucement, ma main posée sur mon ventre. Élever mon fils. C'est mon prochain pas. Derrière les portes closes, la réalité s'est imposée. J'étais libérée de l'ombre de Marc, mais mon voyage ne faisait que commencer. La maternité se profilait à l'horizon. Un chemin intimidant, rempli de nuits sans sommeil, de sacrifices et de peur. Pourtant, je ne me sentais plus seule. La présence d'Antoine était constante, non pas envahissante, mais stable, comme un phare me guidant à travers les mers orageuses. Quelques semaines plus tard, alors que le printemps s'épanouissait sur Paris, j'ai commencé le travail. C'était tard dans la nuit quand les contractions ont commencé, vives et implacables. La panique a menacé de me consumer, mais Antoine était là, me conduisant à la clinique privée, son calme habituel se fissurant sous l'inquiétude. Des heures ont passé dans un flou de douleur et de détermination. Et puis, alors que l'aube peignait le ciel de rose et d'or, mes cris ont cédé la place à un son différent, le premier cri de mon fils. L'infirmière a déposé le petit paquet dans mes bras, et mon monde a basculé pour toujours. Je l'ai regardé, mon bébé, ses petits poings serrés, sa poitrine se soulevant de respirations fragiles. Les larmes coulaient sur mon visage. « Bonjour, mon amour », ai-je murmuré. « Je suis ta maman, et je te promets que tu ne te sentiras jamais indésirable. » Antoine se tenait à proximité, les yeux embués, son visage habituellement composé s'adoucissant d'admiration. Il s'est penché, sa voix douce. «
Il est parfait. J'ai levé les yeux vers lui, l'épuisement et la gratitude se mêlant dans mon regard. Il est à nous, ai-je dit doucement. Je n'avais pas eu l'intention de le dire, je n'avais pas réalisé à quel point je le voulais, mais la vérité m'avait échappé. La main d'Antoine a effleuré la tête du bébé avec tendresse. Oui, il est à nous. La nouvelle de la naissance du bébé s'est répandue rapidement. Des caméras attendaient devant la clinique, mais pour une fois, je m'en moquais. J'avais quelque chose de plus important sur quoi me concentrer. Je n'étais plus la femme brisée pleurant en silence. J'étais une mère, tenant l'avenir dans ses bras. Dans les jours qui ont suivi, Antoine a assuré ma vie privée, me protégeant de la presse. Mais quand nous avons été prêts, nous avons choisi de nous présenter ensemble. C'était un autre événement télévisé. Cette fois, soigneusement planifié. Je me suis assise à côté d'Antoine, radieuse mais fatiguée, mon fils blotti dans mes bras. Le présentateur a posé la question que tout le monde voulait savoir. Que signifie ce moment pour vous? Ma voix a tremblé, non pas de peur, mais de fierté. Cela signifie l'espoir. Cela signifie que peu importe à quel point vous vous sentez brisé, peu importe combien de personnes vous tournent le dos, il y a toujours un chemin à suivre. Mon fils est la preuve que de la douleur peut naître la vie, de la trahison peut naître la force. Je ne me contente plus de survivre. Je vis pour lui. Le public a applaudi, certains émus aux larmes. Cet enfant n'est pas défini par le scandale, a ajouté Antoine, son ton calme et sincère. Il est défini par l'amour. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'il le sache. Ces mots ont scellé notre lien aux yeux du monde. Les titres ne parlaient plus de scandale, mais de rédemption. De la trahison à la famille, le nouveau départ d'Élise Dubois. Des mois ont passé, et j'ai embrassé la maternité avec résilience. Il y a eu des nuits sans sommeil, des moments d'épuisement, des périodes où le doute s'insinuait de nouveau. Mais chaque fois que je tenais mon fils, je me souvenais de la promesse que j'avais faite dans cette salle de clinique. Il ne se sentirait jamais indésirable. Et Antoine a tenu parole. Il était là pour chaque visite chez le médecin, chaque cri de la nuit, chaque petite étape. Lentement, notre lien s'est approfondi, non pas seulement en tant qu'allié, mais comme quelque chose de plus. Je me suis surprise à sourire plus souvent, à rire à des moments que je ne pensais plus jamais apprécier. Je commençais à sentir la chaleur de l'amour revenir, non pas comme un fantasme, mais comme une réalité. Des mois ont passé. Notre vie, celle d'Antoine, de Jean-Luc et la mienne, s'est construite, pierre après pierre, dans une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je travaillais désormais avec des associations caritatives qui soutenaient les mères célibataires, une cause qui résonnait profondément en moi. C'était un nouveau but, une façon de transformer ma propre épreuve en quelque chose d'utile, de lumineux. Antoine n'était pas seulement mon protecteur, il était devenu mon confident, mon ami, le compagnon qui partageait chaque rire de Jean-Luc, chaque petit pas, chaque instant de bonheur simple. Il n'y avait plus de besoin de se prouver quoi que ce soit, juste la certitude d'être là, l'un pour l'autre. Je me sentais entière, enfin. Les cicatrices étaient toujours là, bien sûr, mais elles étaient devenues de simples marques sur une carte, des rappels de chemin parcouru, non plus des blessures béantes. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant festival de couleurs sur les toits de Paris, Antoine m'a invité sur un toit terrasse qu'il affectionnait, un havre de paix suspendu au-dessus de l'effervescence de la ville. L'air était doux, imprégné du parfum des fleurs de jasmin. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai perçu en lui une légère hésitation, une vulnérabilité que je n'avais que rarement entrevue. « Élise, a-t-il commencé, sa voix un peu plus douce que d'habitude, vous m'avez un jour donné de l'espoir quand je n'avais rien. Aujourd'hui, je veux vous offrir quelque chose en retour. Une vie où vous et votre fils ne serez jamais seuls. Une vie où l'amour et la dignité ne sont pas des luxes, mais le fondement même.
Mon cœur s'est emballé. Des larmes ont rempli mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de joie, une joie pure, inattendue, qui me submergeait. Je n'ai pas pu parler, j'ai juste hoché la tête. Et dans ce moment, entouré par la ville qui m'avait un jour jugé, j'ai senti que j'entrais enfin dans ma nouvelle vie. Non pas comme une victime, non pas comme un scandale, mais comme une femme qui avait affronté la trahison, s'en était relevée, et avait trouvé un amour plus fort que tout ce qui avait essayé de la briser. Mon histoire avait commencé par le rejet, par un homme qui avait renié mon enfant. Mais elle se terminait par l'acceptation, par un homme qui avait revendiqué cet enfant comme le sien devant le monde, et par un avenir construit sur la résilience et l'amour. J'ai embrassé le front de mon fils cette nuit-là, murmurant « Nous y sommes arrivés, mon amour, et ce n'est que le début ». Monsieur Delacroix, lui, n'avait pas échoué par manque de moyens, ni de cette intelligence des affaires qu'il prétendait posséder. Sa ruine fut le fruit de son orgueil démesuré, de cette propension à juger les êtres à l'aune de leur apparence et de leur position sociale. Il avait méprisé la femme qui partageait sa vie, la rabaissant à un simple accessoire, sans voir la force tranquille qui l'habitait. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille, mais à l'étendue de son âme, à sa capacité à reconnaître la valeur intrinsèque de l'autre, au-delà des éphémères titres et fortunes. La trahison de Monsieur Delacroix ne trouva pas sa source dans une quelconque faiblesse de Madame Dubois. Non, la racine de sa félonie résidait dans sa propre insécurité, dans cet ego fragile qui exigeait d'être constamment alimenté par l'admiration et la dépendance. Il avait besoin de se sentir indispensable, le sauveur. Face à une femme d'une autonomie tranquille, d'une dignité silencieuse, qui ne cherchait ni à le dominer ni à s'effacer, son assurance s'était fissurée. Incapable de tolérer une force qui ne provenait pas de lui, il avait préféré détruire plutôt que d'affronter sa propre vulnérabilité. La véritable victoire de Madame Dubois ne résida ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation de son bourreau. Sa grandeur se manifesta dans sa capacité à se retirer avec dignité, sans explication superflue, sans plainte aigre, fidèle à ses propres valeurs. Sa force n'était pas de démolir, mais de reconstruire, non de crier sa douleur, mais de la transformer en résilience. La vie, parfois, ne demande pas de longs discours. Elle exige de la tenue, de la constance, et la certitude que l'intégrité est un bouclier plus puissant que n'importe quelle arme. Ainsi s'écrit l'histoire de ceux qui, brisés, choisissent de se relever. La dignité est une flamme qui jamais ne s'éteint, tant qu'on refuse de la laisser mourir. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Quel rôle la dignité joue-t-elle dans les moments les plus sombres de nos vies? Des mois ont passé. Notre vie, celle d'Antoine, de Jean-Luc et la mienne, s'est construite, pierre après pierre, dans une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je travaillais désormais avec des associations caritatives qui soutenaient les mères célibataires, une cause qui résonnait profondément en moi. C'était un nouveau but, une façon de transformer ma propre épreuve en quelque chose d'utile, de lumineux. Antoine n'était pas seulement mon protecteur, il était devenu mon confident, mon ami, le compagnon qui partageait chaque rire de Jean-Luc, chaque petit pas, chaque instant de bonheur simple. Il n'y avait plus de besoin de se prouver quoi que ce soit, juste la certitude d'être là, l'un pour l'autre. Je me sentais entière, enfin. Les cicatrices étaient toujours là, bien sûr, mais elles étaient devenues de simples marques sur une carte, des rappels de chemin parcouru, non plus des blessures béantes. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant festival de couleurs sur les toits de Paris, Antoine m'a invité sur un toit-terrasse qu'il affectionnait, un havre de paix suspendu au-dessus de l'effervescence de la ville. L'air était doux, imprégné du parfum des fleurs de jasmin. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai perçu en lui une légère hésitation, une vulnérabilité que je n'avais que rarement entrevue. « Élise, a-t-il commencé, sa voix un peu plus douce que d'habitude, vous m'avez un jour donné de l'espoir quand je n'avais rien. Aujourd'hui, je veux vous offrir quelque chose en retour.
Une vie où vous et votre fils ne serez jamais seuls. Une vie où l'amour et la dignité ne sont pas des luxes, mais le fondement même. Mon cœur s'est emballé. Des larmes ont rempli mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de joie, une joie pure, inattendue, qui me submergeait. Je n'ai pas pu parler, j'ai juste hoché la tête. Et dans ce moment, entouré par la ville qui m'avait un jour jugé, j'ai senti que j'entrais enfin dans ma nouvelle vie. Non pas comme une victime, non pas comme un scandale, mais comme une femme qui avait affronté la trahison, s'en était relevée, et avait trouvé un amour plus fort que tout ce qui avait essayé de la briser. Mon histoire avait commencé par le rejet, par un homme qui avait renié mon enfant. Mais elle se terminait par l'acceptation, par un homme qui avait revendiqué cet enfant comme le sien devant le monde, et par un avenir construit sur la résilience et l'amour. J'ai embrassé le front de mon fils cette nuit-là, murmurant « Nous y sommes arrivés, mon amour, et ce n'est que le début ». Monsieur Delacroix, lui, n'avait pas échoué par manque de moyens, ni de cette intelligence des affaires qu'il prétendait posséder. Sa ruine fut le fruit de son orgueil démesuré, de cette propension à juger les êtres à l'aune de leur apparence et de leur position sociale. Il avait méprisé la femme qui partageait sa vie, la rabaissant à un simple accessoire, sans voir la force tranquille qui l'habitait. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille, mais à l'étendue de son âme, à sa capacité à reconnaître la valeur intrinsèque de l'autre, au-delà des éphémères titres et fortunes. La trahison de Monsieur Delacroix ne trouva pas sa source dans une quelconque faiblesse de Madame Dubois. Non, la racine de sa félonie résidait dans sa propre insécurité, dans cet ego fragile qui exigeait d'être constamment alimenté par l'admiration et la dépendance. Il avait besoin de se sentir indispensable, le sauveur. Face à une femme d'une autonomie tranquille, d'une dignité silencieuse, qui ne cherchait ni à le dominer ni à s'effacer, son assurance s'était fissurée. Incapable de tolérer une force qui ne provenait pas de lui, il avait préféré détruire plutôt que d'affronter sa propre vulnérabilité. La véritable victoire de Madame Dubois ne résida ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation de son bourreau. Sa grandeur se manifesta dans sa capacité à se retirer avec dignité, sans explication superflue, sans plainte aigre, fidèle à ses propres valeurs. Sa force n'était pas de démolir, mais de reconstruire, non de crier sa douleur, mais de la transformer en résilience. La vie, parfois, ne demande pas de longs discours. Elle exige de la tenue, de la constance, et la certitude que l'intégrité est un bouclier plus puissant que n'importe quelle arme. Ainsi s'écrit l'histoire de ceux qui, brisés, choisissent de se relever. La dignité est une flamme qui jamais ne s'éteint, tant qu'on refuse de la laisser mourir. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Quel rôle la dignité joue-t-elle dans les moments les plus sombres de nos vies? Des mois ont passé. Notre vie, celle d'Antoine, de Jean-Luc et la mienne, s'est construite, pierre après pierre, dans une paix que je n'aurais jamais cru possible. Je travaillais désormais avec des associations caritatives qui soutenaient les mères célibataires, une cause qui résonnait profondément en moi. C'était un nouveau but, une façon de transformer ma propre épreuve en quelque chose d'utile, de lumineux. Antoine n'était pas seulement mon protecteur, il était devenu mon confident, mon ami, le compagnon qui partageait chaque rire de Jean-Luc, chaque petit pas, chaque instant de bonheur simple. Il n'y avait plus de besoin de se prouver quoi que ce soit, juste la certitude d'être là, l'un pour l'autre. Je me sentais entière, enfin. Les cicatrices étaient toujours là, bien sûr, mais elles étaient devenues de simples marques sur une carte, des rappels de chemin parcouru, non plus des blessures béantes. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait dans un flamboyant festival de couleurs sur les toits de Paris, Antoine m'a invité sur un toit-terrasse qu'il affectionnait, un havre de paix suspendu au-dessus de l'effervescence de la ville. L'air était doux, imprégné du parfum des fleurs de jasmin. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai perçu en lui une légère hésitation, une vulnérabilité que je n'avais que rarement entrevue. « Élise » a-t-il commencé,
sa voix un peu plus douce que d'habitude, vous m'avez un jour donné de l'espoir quand je n'avais rien. Aujourd'hui, je veux vous offrir quelque chose en retour. Une vie où vous et votre fils ne serez jamais seuls. Une vie où l'amour et la dignité ne sont pas des luxes, mais le fondement même. Mon cœur s'est emballé. Des larmes ont rempli mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était de joie, une joie pure, inattendue, qui me submergeait. Je n'ai pas pu parler, j'ai juste hoché la tête. Et dans ce moment, entouré par la ville qui m'avait un jour jugé, j'ai senti que j'entrais enfin dans ma nouvelle vie. Non pas comme une victime, non pas comme un scandale, mais comme une femme qui avait affronté la trahison, s'en était relevée, et avait trouvé un amour plus fort que tout ce qui avait essayé de la briser. Mon histoire avait commencé par le rejet, par un homme qui avait renié mon enfant. Mais elle se terminait par l'acceptation, par un homme qui avait revendiqué cet enfant comme le sien devant le monde, et par un avenir construit sur la résilience et l'amour. J'ai embrassé le front de mon fils cette nuit-là, murmurant, « Nous y sommes arrivés, mon amour, et ce n'est que le début. » Monsieur Delacroix, lui, n'avait pas échoué par manque de moyens, ni de cette intelligence des affaires qu'il prétendait posséder. Sa ruine fut le fruit de son orgueil démesuré, de cette propension à juger les êtres à l'aune de leur apparence et de leur position sociale. Il avait méprisé la femme qui partageait sa vie, la rabaissant à un simple accessoire, sans voir la force tranquille qui l'habitait. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à l'épaisseur de son portefeuille, mais à l'étendue de son âme, à sa capacité à reconnaître la valeur intrinsèque de l'autre, au-delà des éphémères titres et fortunes. La trahison de Monsieur Delacroix ne trouva pas sa source dans une quelconque faiblesse de Madame Dubois. Non, la racine de sa félonie résidait dans sa propre insécurité, dans cet ego fragile qui exigeait d'être constamment alimenté par l'admiration et la dépendance. Il avait besoin de se sentir indispensable, le sauveur. Face à une femme d'une autonomie tranquille, d'une dignité silencieuse, qui ne cherchait ni à le dominer ni à s'effacer, son assurance s'était fissurée. Incapable de tolérer une force qui ne provenait pas de lui, il avait préféré détruire plutôt que d'affronter sa propre vulnérabilité. La véritable victoire de Madame Dubois ne résida ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation de son bourreau. Sa grandeur se manifesta dans sa capacité à se retirer avec dignité, sans explication superflue, sans plainte aigre, fidèle à ses propres valeurs. Sa force n'était pas de démolir, mais de reconstruire, non de crier sa douleur, mais de la transformer en résilience. La vie, parfois, ne demande pas de longs discours. Elle exige de la tenue, de la constance, et la certitude que l'intégrité est un bouclier plus puissant que n'importe quelle arme. Ainsi s'écrit l'histoire de ceux qui, brisés, choisissent de se relever. La dignité est une flamme qui jamais ne s'éteint, tant qu'on refuse de la laisser mourir. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Quel rôle la dignité joue-t-elle dans les moments les plus sombres de nos vies? Et voilà, chers amis, le chemin d'Élise se referme ici. Son histoire, comme tant d'autres, nous rappelle que parfois, le silence des certitudes passées peut être le plus bruyant des échos. Elle a choisi de se tenir debout, d'écouter sa propre voix, même quand le monde entier criait autour d'elle. Et si, parfois, le doute la rongeait, elle a trouvé la force de continuer, pour cet enfant, pour elle-même. Peut-être avez-vous déjà traversé des moments où tout semblait perdu. Je me demande, qu'auriez-vous fait à sa place? Quels sont les mots qui vous ont le plus touché dans ce récit? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, ces échanges sont si précieux. Si ces récits de vie résonnent en vous, si vous aimez cette pause pour la réflexion, n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime », à partager ce moment, et à vous abonner à La Revanche Silencieuse. C'est notre façon de garder ce fil invisible qui nous relie. En attendant de vous retrouver pour une autre mélodie du cœur, prenez bien soin de vous. À bientôt, pour d'autres murmures de l'âme. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit,
mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.